Salut à tous, c'est Ben, ravi de vous accueillir pour la 4e édition de la Prolongue. Les compétitions estivales battent leur plein et nous sommes ravis de vous retrouver pour en parler. La Prolongue, c'est parti. Et nouveau mardi où nous sommes très heureux du retour de Mounir. Comment ça va Mounir? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. Un petit coup au Japon, un petit coup à Marseille. Je suis bien jet-lagué, je suis bien défoncé, mais je suis présent pour cette émission. Toujours heureux d'être là. Alors pour la petite anecdote, je crois que tu as fait une rencontre un peu originale au Japon. Ouais, je suis tombé sur Paulo Pogba au temple Asakusa à Tokyo alors que je me baladais. Alors là, j'étais pas mal surpris. C'est la petite surprise du jour, mais on va dire Guillaume sait que ce genre de surprise m'arrive assez souvent. Donc du coup, ouais. Franchement, monsieur est chanceux. Un petit coup de seum là. Mais du coup, ouais, petite rencontre vraiment sympa. J'ai pu taper un check et rigoler vite fait avec lui et c'était vraiment très cool. Vive ok, bah, très bien. C'est Mbappé qui était là aussi au Japon. Ouais, il y a pas mais longtemps, voilà quoi, Mbappé. Voilà. Ouais, donc on a vu que Pogba était au Japon, bah parce que d'ailleurs il a fait des petites allusions à son avenir. Guillaume, toi, est-ce que t'as passé une bonne semaine? Moi, très bonne semaine. Le soleil est de retour, ça me fait super plaisir. Bon, la canicule un peu moins quand même, mais au moins c'est un plaisir d'avoir ce soleil pour l'été. Ok. Du sport. Bah en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver tous les deux. Aujourd'hui, les compétitions, comme on l'a dit, battent leur plein et continuent de plus belle. On parlera du match France-Brésil qui a eu lieu dimanche soir. On parlera de l'Euro Espoir dont les huitièmes de finale se profilent. La France joue son dernier match contre l'Angleterre. On parlera aussi de la Copa América et de la CAN, tout tranquillement ensemble tous les trois. Et on va commencer par contre par un ou deux petits coups de gueule. Guillaume, le grincheux de la bande, je crois que Mounir m'a dit que tout s'était bien passé cette semaine pour lui. Guillaume lui voulait revenir sur deux choses qui lui ont pas fait extrêmement plaisir cette semaine. C'est avant tout, on va commencer par l'histoire de San Siro parce que je sais que ça tient à cœur en tant que bon supporter de l'Inter. Oui. Exactement. Ouais, bon là, on s'était dans l'air depuis environ 3 mois, un truc comme ça. Il y avait déjà eu des indices en mars, et là, c'était confirmé. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi, alors nous enregistrons. Alors c'était en marge d'une conférence de presse organisée pour les JO 2026, donc d'hiver, que Milan veut organiser en coordination avec une station de ski. Enfin bref, voilà. Et il y avait dans cette conférence de presse, il y avait les deux dirigeants des clubs de Milan. Donc il y avait Scaroni, si je prononce bien son nom, de l'Inter, de Milan AC, pardon, et celui de l'Inter, donc j'ai pas le nom. Et du coup, il y avait une conférence de presse sur le San Siro, et ils ont officiellement confirmé qu'il y allait avoir un nouveau stade, comme prévu sur l'énorme parking qui est à côté de San Siro, et qu'ils allaient non pas conserver San Siro, pour faire par exemple un stade à chaque club, comme ça ce serait peut-être nickel. Là non, les clubs veulent toujours jouer dans un même stade, mais du coup ils veulent démolir San Siro et je trouve ça bien dommage. Car San Siro, je pense que Mounir et Ben seront d'accord avec moi, c'est un temple mythique du football. J'espère y aller une fois avant qu'il sera détruit, normalement c'est 2025 la date. J'espère y aller une fois parce que j'ai pas eu la chance. Je suis passé devant cet été quand j'étais à Milan, j'ai pas pu voir de match ni le visiter parce que c'était fermé. Mais j'espère vraiment y aller au moins une fois, peut-être vivre un derby ou juste un match de Serie A lambda. Mais ouais, parce que c'est même de l'extérieur, il impose. J'ai fait Bernabéu aussi en février. C'est dans ce stade, c'est dans ce gamme-là. C'est des stades mythiques. Ils imposent, tu vois le stade, c'est vraiment ça ouais. Claque, tu vois. Enfin... C'est vrai que bon voilà, c'est une nouvelle plutôt triste surtout pour toi. Tu auras sûrement l'occasion d'y retourner avant sa destruction en 2025. Le deuxième aspect qui t'a rendu un peu grincheux, c'est une fois n'est pas coutume, encore une fois, la polémique par rapport à la VAR au cours du match entre l'Angleterre et le Cameroun. Qu'est-ce qui t'a fortement déplu dans cette histoire? Alors alors là, c'est même pas l'utilisation de la VAR que je vais décrier, etc. Parce que certes, elle permet de déjuger ou juger des actions. Mais par contre, c'est l'attitude des Camerounaises que je trouve ça un peu scandaleux de leur part de faire des grèves, vraiment de refuser de jouer. Ah ouais, c'était dingue ça. Pour moi, j'étais scandalisé. Enfin,
Attends, mais c'est sérieux là? Enfin, j'ai pas compris. C'est passé une première fois du coup juste avant la mi-temps et ça s'est repassé genre 5 minutes après la reprise. Et ça, non mais sérieux, enfin. Et ça a duré 2-3 minutes à chaque fois, donc Ouais, mais c'est vraiment dommage ce genre de comportement sur un terrain de foot, c'est pas donner un bon exemple pour moi, je trouve, c'est dommage quoi. Ouais. Et mais Mounir, toi, je me souviens qu'on avait, pendant tes 2 semaines d'absence, on avait fait un petit débat sur la VAR avec Guillaume. Toi, je voulais savoir ce que t'en pensais, parce que c'est vrai que ces derniers temps, notamment à la Coupe du Monde féminine, il y a des petites histoires là-dessus. Quant à l'utilisation de la VAR, quel est ton avis, toi? moi, je suis très favorable à la VAR. Je trouve que c'est un outil dont on ne peut pas se passer pour la suite, pour le football dans le futur. À l'instar du rugby, il me semble, ils l'utilisent aussi. Oui, Ah, bien ça sûr. fait longtemps le rugby. Le rugby, ça fait déjà un long moment, mais la différence entre le rugby et nous, c'est que eux, ils ont appris à travailler avec. Ils ont des règles, des contours, des procédures à suivre pour l'utilisation de la VAR. Tandis que chez nous, un peu dans le foot, c'est un peu en mode ouais, allez, aujourd'hui j'ai envie de regarder ce qui s'est passé sur la caméra, aujourd'hui j'ai pas trop envie, aujourd'hui je valide, aujourd'hui je sais pas trop. Nous, en fait, on se sert de la VAR, mais vraiment n'importe comment. C'est un super outil, mais on s'en sert n'importe comment. Oui, c'est les Ouais. débuts, je pense. Ouais, moi je pense suis que- d'accord avec Mounir, Ah. je pense que l'idée est très bonne. Après, ce qui gêne un peu, c'est l'utilisation, et je pense qu'on est un peu au balbutiement, c'est normal, hein, ça fait que 1 an et même parfois moins qu'elle est utilisée dans les compétitions. Le rugby, pour c'est ça. suivre aussi le rugby, ça fait plus de 10 ans que les arbitres ont recours à la vidéo. C'est clair, c'est net, ça prend pas plus de 2-3 minutes à chaque fois. Et c'est vrai que dans le foot, on a des situations complètement cocasses où ça peut durer entre 5 et 10 minutes, et ça fait des matchs Mais hier, complètement à rallonge. hier, Hein. voilà. Ouais. Donc, Hier, lors du but brésilien, c'était ça. Hein. Ça a coupé totalement la célébration. Pendant 2 minutes, il y avait un grand vide, ils ne savaient pas quoi faire. Du coup, lorsque le but est validé, la célébration, mais il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus d'extase. Exactement. C'est un peu dommage. Exactement, et ben la transition est toute trouvée. Guillaume, merci à toi pour aborder notre premier Eh oui. sujet, qui est le match France-Brésil, qui a eu lieu hier soir. La France qui s'impose 2-1 après prolongation, un match plutôt poussif, si je peux employer cet adjectif. Moi je vais faire un petit retour rapide là-dessus, j'ai vu tout le match en entier, de la première à la dernière minute des prolongations. Moi ce que je voulais dire, c'est que la première mi-temps était d'après ce que j'ai lu aussi, hein, je suis pas le seul à l'avoir dit, de très faible qualité, notamment technique, hein, il y a eu beaucoup de déchets. Au rayon des satisfactions, au niveau des Françaises, je voudrais citer la joueuse Diani, là, la petite ailière qui a été très bonne, je trouve, sur l'ensemble du match. C'était la seule à sortir la tête de l'eau en première mi-temps, j'ai trouvé. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus d'offensive, les joueurs se sont un peu plus lâchés. Mais ça a quand même été tendu. Je pense que la France aurait dû et aurait pu piller le match plus tôt, sachant qu'en face, t'as quand même la joueur star brésilienne Marta qui a 41 ans. Je pense qu'il aurait été bon de la fatiguer plus tôt dans le match. Mais au final, c'est une qualification de l'équipe de France, même si elle est poussive, elle nous envoie en quart de finale, peut-être contre les États-Unis ou l'Espagne. Le match se déroule aujourd'hui. Je vais faire un petit tour de table, comme on dit. Mounir, je crois que tu as vu le match aussi. Quelles sont tes premières impressions, tes premiers retours? À l'instar du match Angleterre-Cameroun, je trouve que le niveau était très faible en première période. Dans Angleterre-Cameroun, il suffisait d'un L1 triangle pour arriver face à la gardienne anglaise. D'ailleurs, l'Angleterre qui a gagné sur un gros score, alors que dans le jeu, les Camerounaises avaient rien à leur envier. Ouais, franchement, ça allait. Hein, tu nous avais dit que c'était un score en trompe-l'œil, Mounir, je me souviens bien. De quoi? Tu nous avais dit que ça avait été un score en trompe-l'œil, que c'était pas forcément mérité ce 3-0. Ah, complètement. Moi, j'ai vu des... En fait, ce qui est trompeur, c'est qu'il y a eu beaucoup de face-à-face pour le Cameroun, et ils ont chié dans la colle, hein, tout simplement. Et c'est pas mérité. 3-0, on va dire qu'avec un peu plus de réussite, c'était 3-2, 3-3, hein, quelque chose comme ça. Mais pour en revenir à ça, justement, c'est du même niveau que France-Brésil la première période. C'était vraiment pas bon, mais pas bon du tout. On va trop vite. Dans certaines phases, on veut donner la balle trop vite. Ou alors quand on commence à sentir que c'est tendu, ça tente des face-à-face à 1 contre 2, 1 contre 3, c'est n'importe quoi. Ça commence à stresser à partir de rien du tout. Non, il y a des choses, faut savoir jouer la montre, temporiser, trouver la faille. Et là, pas du tout. Dès qu'on stresse, on rentre dans le tas, dans le mur, et on se prend 3 brésiliennes dans la gueule. C'est carambolage. Ouais. Moi, je trouvais ça mauvais. Je trouvais ça vraiment mauvais. Je suis d'accord avec toi, Mounir. Le match, je l'ai trouvé en plus de ça très haché, beaucoup de fautes. Moi, j'étais aussi un peu déçu, on va dire, du placement de Jenny Le Sommer. Moi, je la vois plus comme une attaquante de pointe, qui peut être associée, bien sûr. Et là, j'ai du mal, moi. Elle a joué Ligue.
ouais, qui a été placé sur un côté, je l'ai trouvé beaucoup moins efficace. Et ça me permet de me tourner vers Guillaume parce que moi, je trouve que donc les remplacements, bien qu'ils aient été très tardifs, ont apporté, surtout offensivement. Ouais. Je pense à l'entrée de Gaëtan Oui. Finet, donc le choix avait été fait de la mettre sur le banc au début, et surtout de la petite Gascarino que je trouve très très explosive. Hein. Elle Enfin, on le est sait déjà, vraiment très on forte, le sait elle, hein, déjà, mais vraiment. c'est vraiment une joueuse très forte. Alors, le choix est fait de pas la mettre d'entrée de jeu titulaire. Mais toi, au-delà de ça, qu'est-ce que t'as pensé? Plutôt sur l'aspect tactique des remplacements qui ont été faits, est-ce que ça aurait pas dû être fait plus tôt? Ça nous aurait peut-être évité 30 minutes supplémentaires. Alors, peut-être un premier remplacement peut-être plus tôt, parce que je sais que lorsque le match est un peu serré, faut pas faire les 3 remplacements directs, parce qu'on a bien vu, heureusement que le Brésil en avait un, parce que par exemple Christiane s'est blessé tout bêtement à la 110e minute, je crois, quelque chose comme ça. Heureusement que le Brésil avait un remplaçant, du coup, elle a pu faire un remplacement. Du coup, c'est bien de les garder un peu sur le banc, mais ouais, en tout cas les remplacements étaient bons. Cascarino, son entrée est très, très bonne. Même Périssé, elle a apporté un peu plus de défense, de renforcement physique sur son côté droit, parce que la pauvre Marion Torrent hier, Ouais. Physiquement, elle a souffert, je trouve. sur son côté, ça a Athlétiquement, déboulé. Hein, athlétiquement, elle a souffert. Ah oui, oui, elle a pris deux appels en profondeur par l'ailière gauche brésilienne, dont un but refusé pour hors-jeu, et le sauvetage aussi, voilà. le sauvetage là. Franchement, ça a été difficile pour y arriver. Mais ouais, par rapport à ça, Guillaume, moi j'avais trouvé même Majri je l'avais trouvé en difficulté et elle est restée jusqu'au bout. Alors pourquoi je ne sais pas, c'est vrai qu'elle faisait des courses, des bons replis défensifs, mais offensivement, mis à part, je trouve qu'elle tire plutôt bien les coups de pied arrêtés. Je trouve qu'elle apportait pas assez à la création et c'était assez compliqué. Après, le Brésil mention c'était compliqué spéciale à jouer, peut-être. Le Brésil c'était compliqué. Mention spéciale peut-être à Amandine Henry, la capitaine qui marque le but de la victoire, qui même apparemment, d'après ce que je vois un peu partout, aurait pu être encore meilleur dans l'utilisation du ballon. Mounir, je sais pas ce que t'en as pensé toi au milieu de terrain, mais ça aurait pu être mieux quand même. La construction, elle est pas folle. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de déchets à ce niveau-là. Et c'est surtout au niveau du coaching. Je pense qu'à l'entraînement, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ça ressemble vraiment. Ça va paraître con, hein, mais ça ressemble à du Didier Deschamps hein, dans la construction. Hein. C'est. Ouais, c'est ça. Même à Sylvain c'est Ripoll en laborieux. espoir. Hein. On en parlera tout à l'heure, mais Sylvain Ripoll en espoir, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une même C'est philosophie dingue, de jeu hein. pour toutes les équipes de France, que ce soit jeunes et. Ouais. C'est ça. Ouais, ben c'est sûr. C'est bizarre. On a vu que ça a marché une fois pour la Coupe du Monde et on dirait que maintenant on l'applique à tous les C'est ça. styles de jeu. Mais si c'est comme ça, c'est pas très beau. Hein. C'est pas classe. Ouais, ben les gars, on sera amené à en reparler dans quelques petites minutes. Hein. La transition est toute trouvée pour parler du quart de finale qui se profile. Alors on sait bien sûr qu'il y a un match en attendant le 8ème de finale Espagne-États-Unis qui aura lieu ce soir. On n'a pas encore les résultats, mais sans aucun doute, vraisemblablement, ce sera les États-Unis hein, qui, en cette édition de Coupe du Monde, n'ont jamais fait pire que 3ème. Alors on s'est posé la question avec Mounir et Guillaume. France-États-Unis, si jamais c'est le quart de finale, bien sûr. Est-ce qu'un upset est possible? Les États-Unis, grande favoris de cette nouvelle édition. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être commencer par Mounir. Au vu de ce que tu as vu depuis le début de la compétition et encore plus hier soir, est-ce que tu penses que l'exploit est possible ou est-ce que tu penses au contraire qu'il va falloir, pour le faire, beaucoup élever son niveau de jeu? Bah là, je vais sûrement me contredire avec ce que j'ai dit il y a même pas 30 secondes. Si on se base sur le niveau de jeu, on va se faire atomiser par les États-Unis. Mais si on se base sur ce que j'ai dit il y a 30 secondes, comme quoi on joue à la manière de Oui, Didier c'est ce que Deschamps, j'allais dire aussi. Je suis d'accord avec moi toi. je dis une petite tête sur un corner et ensuite on ferme derrière. On l'a fait contre la Belgique, on peut le refaire. Pourquoi pas? Oui, exactement. Je suis exact. En plus, on est en France. C'est l'avantage. On est en France. Donc forcément, on est plus avantageux de ce côté-là. Avec le public qui va pousser, qui va mettre un peu d'ambiance, tout ça. On sait C'est jamais. pas au Parc des Princes, On hein. sait jamais. Ça peut vraiment. Sur un exploit, sur un malentendu, ouais, 1-0, etc. Ça peut passer, hein, vraiment. Ça peut le faire. Même si la marge, même si pour moi le pourcentage que ça passe est vraiment très faible. Vraiment, moi je vois que ça comme scénario pour que la France elle gagne. Hein. C'est fermé, rideau derrière, et voilà, Ouais. c'est tout. Donc toi, Mounir, à peu près le même, Guillaume, le même avis que Mounir, Ouais. à peu près, sur un malentendu. Pour l'instant, ça peut passer. Juste comme ça, hein, des petits chiffres.
sur la Coupe du Monde, hein, qui réalise finalement des cartons C'est d'audience. super, Hier, c'est très bien. C'est très bien. 11 millions de personnes étaient devant leur poste pour regarder le match. C'était 55% de part d'audience, c'est énorme parce que ça veut dire qu'une personne sur deux qui regardait la télé hier regardait le match. Une petite info aussi pour noter ça, c'est qu'en début de compétition, un spot publicitaire à la mi-temps, c'était 73 000 €. C'est passé aujourd'hui à 116 000 €. Ça veut dire que ça rapporte beaucoup. Ce mondial qui, bon, il y a des matchs qui sont moins regardés. Hein. On sait que Angleterre-Cameroun, il y avait que 700 000 téléspectateurs. Mais quand même, hein, il y a eu des États-Unis-Suède à 2 millions. Il y a eu 20 matchs à guichet fermé déjà. Donc tous les tickets ont quasiment été vendus. Donc c'est la preuve quand même que, au-delà du niveau de jeu que nous on peut critiquer, c'est une compétition qui intéresse. C'est surtout les affiches. France-Brésil, je veux pas dire, je dis France-Brésil à n'importe qui, il va penser à Zidane, Ronaldinho, Thierry Henry, des trucs comme ça, donc du coup... Quel match! C'est exactement ça, donc du coup, là on dit aux Français, nos joueuses féminines vont faire un France-Brésil, on s'attend tous à voir la Zidane qui va se démarquer du lot, donc... Amandine Henry, hein. Franchement, Amandine c'est celle Henry. qui survole le plus sa compétition, hein. Là, la question, elle se pose même pas. Elle porte tout. Ouais. Mais Ouais, ce sont les affiches. J'ai vu dans un article, elle est favorite pour le Ballon d'Or, Amandine Henry, là, pour l'instant. Elle est favorite pour le Ballon d'Or, j'ai vu dans les prévisions, là, apparemment, dans les féminines. Et ça serait pas totalement débile si la France allait plus loin. Là, c'est ça, faudrait. Franchement, faudrait c'est une question à se poser très et sérieusement. pour ceux qui voudront en savoir un peu plus sur elle, je sais que l'équipe MAG, juste avant le début de la compétition, avait fait un très bel article sur elle qui raconte un peu son parcours depuis les jeunes. Hein. Elle jouait avec les garçons, elle était déjà énorme. Il y a des très beaux témoignages à retrouver. Vous pourrez les retrouver sur internet sans problème. Guillaume, tu nous avais soumis une idée de débat qui pour moi était intéressante. On a un peu abordé tout à l'heure. C'est le niveau de jeu des équipes de France. En fait, alors, tout est parti. T'as mis un titre un peu accrocheur. Oui, hein. Pourquoi le jeu est-il si pauvre? Bien sûr, on n'est pas aussi catégorique que ça, mais toi, je voulais avoir ton avis. Explique-toi, parce que c'est vrai que tu soulèves la question depuis quelques temps, parce que on voit l'équipe de France masculine A jouer, on voit l'équipe de France Espoir jouer, on voit l'équipe de France féminine jouer, et toi, tu trouves que le niveau de jeu est plutôt pauvre. En fait, pourquoi ce titre? C'est que tout est parti du tweet de Daniel Riolo, hier, qui a dit, équipe de je sais plus le tout exact, mais il a dit en gros toutes les équipes de France ont vraiment le même schéma de jeu. C'est vraiment super pauvre à avoir joué. C'est vraiment dommage, et j'étais un peu d'accord avec ça, un peu d'accord et pas d'accord, parce que forcément pas d'accord. Pourquoi? Parce que tu gagnes la Coupe du Monde avec ce style de jeu, donc quelque part ça veut dire que la réussite est là, mais malgré tout c'est très poussif, ça a des limites, hein. Quand on voit les filles hier, ça a été poussif plusieurs fois. Les espoirs, ça a été un miracle le match contre l'Angleterre. Donc vraiment, et l'équipe de France Espoir qui d'ailleurs joue ce soir, alors on enregistre contre la Roumanie, qui pratique un jeu où c'est tout pour l'attaque, c'est super séduisant. Ça va être une opposition de style, mais à des années-lumière, donc vraiment c'est vraiment dommage. J'ai l'impression que la fédération veut inculquer vraiment une philosophie de jeu pour toutes les équipes de France, un peu en pyramidal, voilà. Ouais. Un peu genre ça part tout en haut. Pour prolonger un peu ta pensée, d'abord, je m'excuse, tout à l'heure j'ai dit France-Angleterre alors que ce match a déjà eu lieu, excusez-moi. Pour prolonger ce que tu penses, alors Mounir, on sait que Didier Deschamps aime beaucoup tout contrôler, etc. On sait qu'il est présent sur les équipes de France Espoir aussi, il a un œil là-dessus. Est-ce que toi tu penses que ce serait plutôt la philosophie Didier Deschamps qu'il transmet aux autres sélectionneurs et sélectionneuses, hein, parce qu'on parle aussi de l'équipe de France féminine de Corinne Diacre. Est-ce que tu penses que lui, voilà, il a une vraie vision et qu'il la transmet au niveau fédéral, on va dire? Moi je pense que c'est pas lui qui la transmet, je pense que c'est plutôt inconsciemment dans toutes les équipes de France. On a vu l'équipe de France défiler sur les champs, faire la fête, se battre contre Teddy Riner après avoir gagné la Coupe du Monde. Du coup maintenant toutes les équipes de France veulent qu'on les encense, qu'on fasse d'eux des légendes dans leur catégorie. Donc je pense que inconsciemment, pour y arriver, ils connaissent la méthode pour y arriver, puisque Didier Deschamps l'a fait. Donc maintenant ils essayent tous de l'appliquer à leur sauce. Mais je pense pas que ça soit voulu par Deschamps, je pense que c'est la volonté de gagner et la volonté de reproduire ce que les aînés ont fait. Alors moi je suis complètement d'accord avec toi sur ce point. Je pense que les autres sélectionneurs ou sélectionneuses ont vu qu'on a réussi à gagner la Coupe du Monde 2018 grâce à ce modèle-là, et je pense qu'ils veulent un peu le retranscrire, que ce soit inconscient ou pas, hein. Donc je pense que c'est des volontés comme ça.
dernier sujet par rapport aux équipes de France, on en a un peu parlé, c'est l'Euro Espoir. Guillaume, tu vas nous faire un petit point avant les huitièmes de finale. Bon, les derniers matchs de poule ont lieu ce soir. Fais-nous un petit point rapidement et puis après on abordera les autres compétitions pour qu'on puisse avoir une vision quand même sur l'Euro Espoir qui est somme toute intéressant. Hein. On voit quand même des belles équipes. Exactement. Vas-y. Alors, pour revenir au groupe A, qui était un peu un groupe de la mort avec Pologne, Belgique, Espagne, Italie, et ça avait commencé, l'Espagne avait perdu contre l'Italie, on se disait bon bah allez, l'Espagne va faire deuxième, etc. Et deuxième journée, l'Italie qui perd contre la Pologne. Donc on se dit tout est relancé dans ce groupe, tout va jouer sur la dernière journée. L'Italie qui s'impose 3-1 contre la Belgique. Alors pour Chiesa à la 89e minute, quand il marque, l'Italie est première de son groupe. Dans le même temps, l'Espagne menait 4-0 contre la Pologne. Et 2 minutes plus tard, donc dans le temps additionnel, vraiment au bout du bout, Borja Mayoral qui marque un but, qui fait passer pour un but à la différence de but l'Espagne première du groupe et qui élimine donc dans le même temps la Pologne. Ça fait vraiment une grosse réaction, l'ascension émotionnelle pour l'Italie. L'Espagne qui s'en sort extrêmement bien pour avoir mal démarré du coup, et l'Italie qui peut se faire éliminer de son euro en attendant le résultat de ce soir de France-Roumanie. Le groupe B, ça a été très très vite réglé, hein. L'Allemagne domine tout le monde, ils ont une attaque qui est très performante, vraiment c'est une très très belle équipe. Et la Serbie et l'Autriche qui n'ont pas fait le poids clairement, hein. Le Danemark qui est éliminé, même s'ils ont fait un beau parcours, ils avaient une belle équipe, c'est éliminé pour le Danemark qui finira deuxième. Et pour le groupe C, c'est simple, Angleterre et la dernière équipe dont j'ai perdu le nom, c'est la Croatie. La Croatie, merci. Qui donc sont éliminés déjà et qui ce soir joueront pour du beurre. Mais de l'autre côté, il y a France-Roumanie. Alors pour l'équipe de France, c'est simple, c'est un match nul pour eux car ils n'ont pas une bonne différence de but, même s'ils perdent. Donc la Roumanie a de la marge en différence de but, la France ne l'a pas. Donc un point et l'équipe de France sera au JO 2020 ainsi qu'en demi-finale. Et j'espère que l'équipe de France ira chercher ce point qui suffit pour se qualifier. Parce que vraiment, ce serait vraiment bien pour les équipes de France, quoi, pour espérer chercher un titre. Ouais, voilà. Exactement. Mounir, donc on va dire, vu que Guillaume vient de nous en parler, match au sommet ce soir du groupe C, France-Roumanie, qui sont première à égalité, sauf à la différence de but. Comment tu vois l'avenir? On avait fait un petit pronostic avec Guillaume sur la suite de la compétition. Est-ce que déjà la France va obtenir son ticket pour les JO en ne perdant pas ce soir? Et en se projetant un peu, où tu les vois aller, toi? Moi je les vois passer, avec ce point du nul qui leur manque, je pense qu'ils l'auront. J'ai entendu beaucoup de bien, et j'ai vu aussi beaucoup de bien d'un joueur qui va te plaire, tu t'en doutes, c'est un Lyonnais, il est en pointe, il marque des buts. Le mec on dirait qu'il a 25 ans mais c'est un espoir. Je parle il a joué des règles, hein. Il a joué des règles pour être là, hein. Il a joué, hein. Donc c'est bien. Hein. Ça me fait rigoler, hein. Il a une tête, on dirait, on le connaît depuis 10 ans en Ligue 1 et on le voit en point de désespoir. En tout cas il est surpuissant, il fait une compétition incroyable. Il y a lui et il y a surtout l'Italien là, Chiesa, qui défonce tout. Chiesa, incroyable. Hein. Ceballos aussi, l'Espagne, c'est quelque chose. Hein. C'est un truc de dingue, chaque joueur a sa pépite qui défonce tout, et ça me fait mal de l'admettre, mais en France la pépite est lyonnaise, et c'est Dembélé. Faut l'admettre, merci, ça me fait mal aux fesses. Merci. Jacques-Henri Hérault, mine-toi de me trouver un joueur en pointe, un espoir si possible. Mateta, pourquoi pas? Mateta, un ancien lyonnais. Mateta. C'est bon, là, on va tout empiocher à Lyon. Ouais, mais même pour Dembélé, qui avait quand même loupé un penalty sur le premier match face à l'Angleterre, mais bien heureusement, ça s'était bien fini pour l'équipe de France Espoir. On avait fait quelques pronostics avec Guillaume, comme on a dit. Moi, comme on vient d'en parler juste avant, la qualité de jeu n'est pas exceptionnelle, mais je trouve que c'est un peu un point commun entre les équipes de France. Il y a une puissance, on va dire, physique et une propension à se projeter vers l'avant qui est plutôt intéressante. Donc, à voir, on va voir la suite de la compétition. Mais à mon avis, hein, comme le dit Mounir, on a quand même un attaquant qui peut planter des buts, qui a déjà marqué en Ligue des Champions, etc. Donc ça pourrait être intéressant à suivre. Le prochain point, c'est la Copa América qui a commencé. Cette nuit, l'Argentine finalement a fini par se qualifier en venant à bout du Qatar 2-0. L'Argentine qui avait eu un début de Copa América très poussif. Les huitièmes de finale
Les quarts de finale, excusez-moi, vont commencer vendredi. On a un match qui est d'ores et déjà sûr et certain, c'est Venezuela-Argentine. Pour moi, ce sera pas simple du tout pour l'Argentine. Pour moi, je vois l'Argentine se faire sortir. Moi, j'annonce de suite, D'accord. l'Argentine se fait sortir. Moi. Le D'accord, Venezuela, ça joue d'accord. très très bien. Le Venezuela, ça joue très très bien. D'ores et déjà qualifié, on a aussi bien sûr le Brésil, la Colombie qui fait une belle Copa América pour l'instant, et le Pérou. Moi, je voulais vous parler d'un joueur, les gars, pour avoir votre avis. Est-ce que pour vous, il est un peu sur la voie de la rédemption, parce qu'on sait qu'en club c'est extrêmement compliqué pour lui. C'est Alexis Sanchez. Il est déjà à 2 buts dans la compétition avec son pays du Chili. Alexis Sanchez, moi je vous cache pas que j'ai toujours eu un petit point faible pour ce joueur depuis le début de sa carrière. Et c'est vrai qu'il a eu des périodes très difficiles à Manchester United où il jouait pas énormément, où ça se passait pas très bien, il a été blessé. Est-ce que vous pensez qu'une compétition comme ça, c'est son cas ou pour d'autres joueurs, est-ce que ça peut relancer un peu des carrières qui sont un peu en perte de vitesse ? Bien sûr. Mounir, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. De toute façon, les compétitions internationales, au-delà du trophée, c'est surtout pour les clubs. Si on le voyait de manière objective, ça ferait chier n'importe quel club d'envoyer son joueur qui risque de se blesser et de revenir KO. Mais d'un point de vue plus global, en envoyant le joueur en sélection, il prend de la valeur, il peut relancer sa carrière, il suffit d'un but de dingue pour que tout change. On a eu des exemples avec le gardien du Real, comment il s'appelait de nouveau, Keylor Navas, qui sortait de nulle part, qui arrive au Real. On a eu un exemple encore avec James Rodriguez qui a fait sa passe magnifique que tout le monde a vu et revu et qui lui a permis de décrocher aussi un contrat au Real. De base, les compétitions internationales en dehors du mondial, c'est surtout pour se montrer, augmenter sa valeur marchande et choper un meilleur club. Donc je pense que lui, il a tout à gagner là-dessus. Surtout que depuis qu'il est à Manchester United, il joue bien mieux au piano qu'au football. Il ferait mieux de se dépêcher de marquer quelques buts pour se casser très vite de Manchester. Ah, c'est la vérité. Alors, dernier match de poule cette nuit, Chili-Uruguay, qui sera pour moi un match très très intéressant. Ouais. Alors je suis très content parce que la doublette, le duo d'attaquants Cavani-Suarez fonctionne plutôt bien sur ce début de Copa América. Hein. Et Équateur-Japon pour déterminer les derniers matchs des phases finales. Moi je voulais parler, on va en parler très très rapidement, du Qatar, mais qui au final, dans un groupe très relevé, aura fait des matchs honorables, on va dire, contre la Colombie notamment, et aussi face au Paraguay où ils avaient arraché le match nul de partout. Guillaume, rapidement, en 30 secondes, est-ce que ça justifie leur invitation ? Sincèrement, je savais que le Qatar avait gagné la Coupe d'Asie, donc c'était en février, mais je n'avais vu aucun de leurs matchs, donc je ne savais rien d'eux. Et sincèrement, cette Coupe América m'a permis de voir cette petite équipe du Qatar. Il y avait des polémiques il y a 4-5 ans parce qu'ils naturalisaient à tout va, que ce soit dans n'importe quel sport d'ailleurs. En handball, on l'a bien vu, c'était il y a 4-5 ans une équipe où il y avait seulement que 2 Qataris dans l'équipe. Au foot, c'était pareil. Et là maintenant, il n'y a que 3 ou 4 joueurs qui sont naturalisés, dont un Français, je crois, qui est défenseur central. Mais sinon, c'est une équipe qui joue assez bien au foot. Franchement, j'étais assez surpris, agréablement surpris de leur présence ici. Hein. Et franchement, c'est mérité pour eux. Au moins, ça leur a permis d'avoir une plus grande aura internationale parce que la Coupe d'Asie, je pense que beaucoup de monde en a rien à foutre. Hein, vraiment, faut le dire. Même la CAN, c'est beaucoup plus prestigieux. Et du coup, la Coupe América, ça venait de faire un spotlight, comme on dit, un coup de projecteur sur cette petite équipe en avant-goût du Mondial 2022, du coup, parce qu'on sait qu'ils seront là, du coup, forcément. Ouais, exactement. L'autre équipe invitée qui était le Japon, qui a pas fini dernière de son groupe, même s'il reste encore des matchs à jouer. Pour l'instant, ils sont 3e avec 1 point dans ce même groupe. C'est le groupe C. L'Équateur est dernier avec 2 matchs perdus. Donc ce groupe prendra son verdict ce soir. L'Uruguay et Chili qui sont bien partis pour se qualifier. Le Japon a une différence de but de -4, tandis que l'Uruguay en a une de 4, donc ça me semble très compliqué pour le Japon de se qualifier. Nous verrons la suite de la compétition. Pareil que pour les autres sujets, on avait fait un petit pronostic sur nos favoris. On avait bien sûr placé le Brésil. On avait parlé aussi de l'Uruguay, pourquoi pas. Mounir, toi, tes prévisions, est-ce que tu vois le Brésil s'imposer parce qu'ils sont quand même impressionnants depuis le début de la compétition, même s'ils ont fait un match nul? Moi, je vois bien le Brésil faire une bonne perf, mais mon favori pour cette Copa América, c'est l'Uruguay, qui est impressionnant dans tout ce qu'ils font. Ouais. Chacune des phases de jeu est vachement bien rodée et on s'attendait pas à ça. Et je pense qu'un certain Parisien qui est dans ce podcast
va admettre que Edinson Cavani... Ah, mais Edinson Cavani en Uruguay, ça a toujours été excellent. Il y a pas franchement, pas qu'en Uruguay, on le sait très bien. Moi, le duo avec Suarez, ça marche toujours. Ça fait 10 années que ça marche, ça marchera encore 3-4 ans, hein, vraiment. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu le très beau but qu'il a inscrit, Mounir, là, cette espèce de ciseau dans la surface de réparation. Pour un joueur qu'on dit, notamment dans ce podcast, une certaine personne dit qu'il manque de technique, en tout cas en finition, c'est incroyable toujours Cavani, hein. Y a pas de débat là-dessus, on est d'accord ? Moi, la question, elle se pose même pas. Il arrive à prouver en sélection qu'il sait jouer avec un autre attaquant. Et bizarrement, à Paris, quand une certaine tête de noisette veut prendre plus de responsabilités et refuse de jouer à deux, bah on se dit qu'on rate quand même un certain... Il joue à deux, mais pas avec lui. Ça, je suis d'accord, voilà, il joue à deux, mais pas avec lui, par contre. Hein. Autant Neymar, il teste avec Cavani, autant Mbappé, j'avoue que lui, vraiment, Cavani, c'est un fantôme hein, pour lui. Hein. Il veut pas. Je sais pas ce qu'il a contre lui, mais il veut pas. Hein. Ouais. Comme quoi, on ne sait pas les dessous du vestiaire. Moi, c'est le cœur qui parle. J'ai vraiment envie, pour une fois, que ça arrive, que l'Argentine aille au bout. Lionel Messi a dit, c'est une nouvelle Copa América. On aimerait tous, hein, je pense. Copa América qui commence. Il a dit ça suite au match de cette nuit contre le Qatar. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. Maintenant, on va aborder la CAN. Je sais que Mounir a un œil avisé là-dessus. Il a regardé le match Algérie-Kenya hier. L'Algérie qui s'est imposée 2-0. Mounir, t'as regardé le match. Est-ce que t'as kiffé ? Alors, faut savoir que moi, l'Algérie, ils me font mal au cœur autant que l'OM. Parce qu'on est capable de perdre contre le Malawi et comme de battre le Sénégal. C'est n'importe quoi. Algérie-Kenya, c'était un très bon match pour l'Algérie. Mais on va pas se mentir, en face, c'est le Kenya. Ils ont déjà du mal à trouver des chaussettes pour leurs crampons. Donc du coup, Algérie-Kenya, très bon match de l'Algérie, rien à dire. En plus, on a pu voir Abdel Delors rentrer pour la première fois sur le terrain, sa première sélection. Franchement, meilleur joueur de la sélection, c'est Youssef Attal, qui marche très bien avec Bounedjah. Franchement, moi j'ai pas à me plaindre. Premier match, une très belle réussite, beaucoup de bonnes combinaisons. Et surtout un Guedioura que je pensais complètement terminé mais qui joue super bien. Qui a fait un très bon premier match. Après, comme dit encore, c'est le Kenya. Ils ont du mal à avoir des chaussettes, comme j'ai dit. Donc du coup, on va pas trop s'emballer. Surtout que le prochain match, c'est le Sénégal. Et le Sénégal, ils ont atomisé l'équipe qu'ils ont eu face à eux. Je crois que c'était à Tanzanie. Tanzanie, ouais, 2-0. Tanzanie qui a été élue équipe la plus faible de la compétition. Mais qui pourtant, je crois, dans un match de l'année dernière, a fait beaucoup de mal à l'Algérie. C'est de dire à quel point l'Algérie me fait mal au cœur. On galère contre la Tanzanie. C'est l'Argentine de l'Afrique. Ah mais complètement, c'est horrible. Donc du coup, très bon match de l'Algérie. Mais c'est le match contre le Sénégal qui va être déterminant. Et surtout, il faut pas qu'on commence à s'emballer. Parce qu'en Algérie, on a tendance à s'emballer très très vite à base de rien du tout. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mounir. Et puis, tu te souviens, quand on parlait de la Ligue 1 ensemble, je t'avais mentionné Youssef Attal comme, pour moi, le meilleur arrière latéral de Ligue 1 sur cette saison. Donc là, il prouve et je suis content qu'il ait fait ça. Les résultats un peu marquants, comme tu l'as dit, le Sénégal a gagné la Tanzanie 2-0. Pour ce qui est des autres favoris, le Maroc s'est imposé difficilement 1-0 face à la Namibie, tout comme l'Égypte, qui s'est imposé 1-0 en ouverture face au Zimbabwe. But de David Trezeguet. Non, c'est pas David Trezeguet, mais c'est juste Trezeguet. Les prochains matchs, on a aujourd'hui, on a Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Tunisie, Angola. Demain, on aura Mali, Mauritanie, Cameroun, Guinée et Ghana, Bénin. Pour la suite de la compétition, Mounir, est-ce que tu as quand même confiance en Algérie ? Je pense que tu as des raisons d'être optimiste parce que l'effectif est très beau. Si la mayonnaise prend bien, il y a moyen de faire quelque chose de grand là, même si l'Égypte, ce sera peut-être difficile à aller chercher à domicile. Alors, on va pas se cacher, l'Algérie en termes de tactique c'est assez limité. Djamel Belmadi, beaucoup de respect pour lui, mais c'est loin d'être le tacticien de génie qui va te dégoter la tactique anti-Sénégal ou un truc comme ça. Donc du coup, moi je pars assez pessimiste, mais il faut dire que j'avais le même état d'esprit avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, quand je voyais les matchs contre le Danemark et des trucs comme ça. Donc du coup, en général, quand je suis pessimiste, c'est de bon augure pour la suite. Quand je suis optimiste, en général, on prend une belle tollée. Donc là je suis très très pessimiste, donc je pense que l'Algérie va pouvoir faire quelque chose.
Ouais. Mais après, c'est pas forcément tout le temps l'aspect tactique qui prime dans les compétitions internationales. Il y a beaucoup d'aspect mental. On sait qu'Hervé Renard a fait des choses magiques avec des équipes qui étaient pas données favorites à ce moment-là. Donc pourquoi pas? Moi, je vois l'Algérie aller plutôt loin. Il y a quand même des équipes costauds dans cette CAN. On voit que on attend beaucoup de Sadio Mané aussi. Il y a pas mal de gros joueurs. On en avait cité beaucoup avec Guillaume. Toi, Guillaume. Où en es-tu dans tes pronostics? Alors, le Maroc a gagné, je me souviens que tu en avais parlé du Maroc. Le Maroc, ouais, Donc, est-ce que tu penches toujours un peu pour le Maroc ou est-ce que tu vois d'autres adversaires qui seront coriaces? Alors, du coup, après avoir vu le bilan des matchs hier, c'est que vraiment, le Sénégal, ça sera vraiment à surveiller, car pour moi, le Sénégal, pour moi, c'est une très très belle équipe. Et je pense que ça peut faire très très mal aux autres équipes, même si l'Égypte est à domicile. Le Maroc, c'est certainement l'une des plus grosses nations africaines. Il y a Nigeria qu'il ne faut pas sous-estimer, etc. Mais ouais, Nigeria, Sénégal, pour moi, c'est les deux équipes qui... Je vois bien aller au bout, ces deux équipes, en finale Nigeria, Sénégal. Même si t'auras toujours le Maroc, la Tunisie, même l'Algérie, pourquoi pas. La Côte d'Ivoire, entre autres. Comment tu parles là? Respecte-moi Hey, un peu plus. pourquoi pas? Pourquoi pas? L'Algérie, on sait jamais. Même l'Algérie, en mode on est la Bosnie-Herzégovine. Non, ça va. Vous êtes pas le Kenya, ça va, vous êtes pas le Kenya. Mais en vrai, Non, ouais. des sponsors. Nigeria-Sénégal pour moi. Nigeria-Sénégal, ça va au bout pour moi. Ce sera la finale pour moi. Après, Bon, on verra bien. On verra plus tard. Moi, je dis attention à Andy Delors. Hein. Il a fait des pieds et des mains pour venir. Alors attention. J'ai vu des articles, Le Progrès, etc. Andy Delors déjà adopté par l'Algérie. Alors, on en avait parlé la semaine dernière. Mounir, est-ce que ça va être le facteur X? Sincèrement, est-ce qu'Andy Delors va offrir la CAN à l'Algérie? Déjà adopté par l'Algérie, non. Alors déjà non, parce que le mec il déboule de nulle part, hein, on se calme, hein, il était au Mexique, faut pas oublier. Hein. Andy Delors il est plus mexicain qu'algérien pour moi. Donc du coup, adopté par l'Algérie, non. Mais est-ce qu'il a beaucoup de choses à prouver? Énormément, parce qu'en face on a Bounedjah qui a fait une saison incroyable à Al-Sadd, il me semble, où il a mis 39 buts en une année. Alors ok, c'est un championnat mineur, ok, même ma petite sœur peut mettre 3 buts dans ce championnat-là, mais faut les mettre les 39, et du coup on a un mec bourré de confiance qui est en face et qui a joué tous les matchs de qualification avec l'Algérie, et t'as un gars qui déboule de Montpellier qui a fait sa première bonne saison depuis le Stade Malherbe de Caen, il me semble. Donc du coup non, il n'arrive pas favori, et ce qui peut être déterminant, il vaut mieux pour lui, parce que sinon ça voudra dire qu'il a pris la place d'autres joueurs qui s'estiment plus méritants, et il a tout à gagner à être performant et tout à perdre à faire des rentrées calamiteuses. Hein. Ah, c'est vrai que Bounedjah, saison incroyable, hein. 21 matchs en championnat, 39 buts. C'est vrai que c'est assez incroyable. Hein. Cette saison, c'est 27 matchs, 44 buts. Donc peut-être un peu moins connu du grand public en Europe, mais un ratio incroyable cette année. Alors même si tu dis que c'était à Al-Sadd, c'est au Qatar je crois. Il me semble. Ouais, Qatar ou Émirats, championnat comme ça là. Mais en tout cas, très grosse saison, et c'est vrai qu'Andy Delors, je pense qu'il ne sera pas titulaire comme ça. Donc on verra bien pour la suite de la compétition. On en parlera la semaine prochaine, la CAN qui va battre son plein. On en reparlera bien sûr lors de la prochaine émission. Alors on va finir. D'habitude on vous distille des petites informations dans lesquelles vous pouvez aller piocher sur le net. Et moi je voulais finir en parlant d'un seul sujet pour lequel personnellement je suis un peu triste. Je sais Guillaume t'as fait un sondage Twitter là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça concerne? Alors, j'avais un peu extrapolé le sondage, hein. J'avais carrément parlé de légende, car oui, Fernando Torres prend sa retraite officiellement après être parti au Japon pour finir sa carrière tranquillement avec Podolski, Iniesta entre autres dans son championnat. Il prend sa retraite, ça fait super bizarre car c'est vraiment un joueur avec lequel on a grandi, et de le voir partir c'est vraiment dommage. Et du coup dans le sondage j'avais un peu certes extrapolé en disant est-ce que c'est une légende du foot ou alors c'est juste un excellent joueur du 21e siècle, bon, pas sans appel parce que ça fait 65% pour oui, c'est un excellent joueur du 21e siècle, mais ce n'est pas une légende.
Ça peut se comprendre aussi parce que pour être une légende, il faut avoir un statut vraiment fort. Mais Fernando Torres, c'est un mec qui au début du siècle a été vraiment extraordinaire. Enfin, on l'a bien vu avec l'Espagne, avec Liverpool. Ça a permis de faire de grands fans de Liverpool. Hein. Vraiment, il y en a, ils sont devenus fans de Liverpool avec lui. Hein. Donc, Ouais. c'est un joueur qui sera là. Dans 15-20 ans, peut-être, il y aura un attaquant qui va être le meilleur du monde et qui va dire mon exemple c'était Fernando Torres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mounir, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais parlé nous deux de Fernando Torres. Quel est ton avis sur lui? Alors je pense pas, pour te connaître un petit peu, je pense pas que tu vas dire que c'est une légende du foot, mais on peut quand même s'avancer sur le fait que c'est un des attaquants qui a marqué le 21e siècle. Ah mon Benito, tu me connais vraiment très bien. Pour moi, c'est pas une légende, mais c'est un très très grand attaquant. Après, des grands attaquants, on en a connu un bon paquet. Hein. On a eu Van Persie et bien d'autres. Donc du coup, Torres, je le mets dans la catégorie des Van Persie et tout ça, mais pas dans la catégorie des Cantona, JPP et bien d'autres. Pour moi, Suarez d'ailleurs reste un cran au-dessus parce qu'il a réussi à maintenir son haut niveau tout le long de sa carrière. Du coup, Torres, énormément de respect, mais je sais pas pourquoi, mais je fais partie de ceux qui retiennent plus souvent les échecs que les heures de gloire et il a brillé, mais il a plus souvent chuté que brillé. Donc du coup... Ouais. Sa deuxième partie de carrière, son passage à Chelsea, à Milan, c'est vraiment dommage. On en parlait un peu en off avec Guillaume tout à l'heure. Il y a eu des passages très compliqués à Chelsea, même à Milan. On avait bien aimé son retour à l'Atlético. Bon, pour faire un petit point statistique, il finit quand même sa carrière avec 298 buts, excusez-moi. C'est quand même plutôt pas mal. Alors moi, je vous rejoins sur le fait que c'est un très très bon attaquant, mais c'est peut-être pas une légende du foot. Par contre, quand on prend des statistiques plutôt, on va dire, collectives, il est dans le cercle très fermé, hein. Ils sont que 5 joueurs. Il a gagné les 4 titres internationaux majeurs, la Coupe du Monde, l'Euro par 2 fois, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Donc ça fait quand même un palmarès magnifique. Moi, Fernando Torres, c'est un attaquant d'abord que j'adorais. Je pense qu'on était plus jeunes, on l'aimait tous parce que voilà, il avait l'air plutôt sympa. Il avait sa coupe de cheveux. Je pense que tout le monde le prenait dans PES à l'époque. Mais Fernando Torres, moi je l'adorais. C'était un super joueur qui avait un côté humain que j'appréciais. Et il me semble qu'il avait mis un but à Barcelone pour éliminer le Barça avec Chelsea, je crois. L'année où c'est il a ça, gagné. Avec Chelsea, l'année où Chelsea gagne. Ouais, donc voilà. Il décèle complètement. Il fait quand même 3ème du Ballon d'Or en 2008, ce qui est pas mal. Hein, c'était sa très grosse période. Voilà, donc il a quand même des distinctions personnelles intéressantes. Mais comme disait Mounir, je le mettrais plutôt au rayon des joueurs comme Van Persie qui auront marqué ce début de siècle. Et c'est pas non plus une légende, même au niveau d'un Papin par exemple. Donc je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur lui, mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. Comme tu as dit Ben, tu m'as ramené de ces souvenirs, parce que j'avais un cousin qui se lissait les cheveux et qui mettait un serre-tête exprès juste pour ressembler à Fernando Torres. Et quand je me rappelle de ça, je me rappelle, il passait une demi-heure devant la glace à se lisser les cheveux. Wow, c'est vrai qu'il en a inspiré beaucoup. Hein. Ouais, et puis c'est sûr, voilà, c'est le genre de joueur que, on va dire, à peu près tout le monde aimait, au contraire d'un Diego Costa qui pourtant venait de l'Atlético lui aussi. Donc voilà, moi c'était juste on va dire un petit hommage pour terminer cette émission à Fernando Torres qui est resté sur une dernière saison, on va dire un peu dans l'anonymat au Japon. Il avait fini sa carrière en Europe dans son club formateur, son club de cœur à l'Atlético. Donc voilà. On va terminer cette émission, je pense. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec toutes les compétitions qu'on a évoquées qui vont un peu plus avancer encore. On va rentrer dans les phases finales, hein, les 8e, les quarts pour certaines d'entre elles. Donc on aura le plaisir d'en reparler avec vous. Mounir, ça nous a fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir d'être de nouveau là. Malgré le jet lag, je me sens toujours bien quand je suis ici, moi. Ça fait plaisir, Guillaume, toujours fidèle au poste, même si tu nous as paru un peu grincheux cette semaine. 2 coups de gueule dans la même émission. Toujours tout le temps. Il va falloir penser à se calmer. Non, ça va. C'est parce que sa trottinette est tombée en panne. Là. Non, sa trottinette est tombée en panne, il est pas content. Je vous jure, je vais bien. Guillaume qui va faire son retour demain dans sa ville natale. Guillaume qui Exactement. passe le code demain. Grosse pensée pour toi. À bientôt 21 ans, les gars. À 21 ans. Croyons vos rêves. Conduire avant tes 35 ans. Tu nous diras mardi prochain si tu as ton code et où ça en est. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de faire une nouvelle émission et de parler d'un peu tous les sujets foot qui nous passionnent en ce mois de juin. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.
Et en attendant, portez-vous bien et on vous dit à mardi prochain. Ciao. Ciao à tous. Ciao.